Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue dans le premier numéro de Livres et Popcorn, l'émission dans laquelle je vais vous parler de livres et de popcorn. Allez, ça tourne! Je vais vous parler de films, voilà, mais de films qui sont des adaptations d'œuvres littéraires. J'essaierai d'en faire comme ça quelques-unes, soit parce que ces films feront l'actualité, ils seront au cinéma à l'affiche au moment où j'en parlerai, soit alors parce qu'ils seront déjà sortis plusieurs années ou plusieurs mois auparavant, et de mon regard de simple passionné de littérature, je vous offrirai et je vous proposerai ma critique très personnelle de ce cinéma. Plusieurs choses. Déjà, moi je ne suis pas critique cinéma, je ne suis pas spécialiste cinéma, alors tout l'aspect technique, je n'y connais pas grand chose, que ce soit les effets spéciaux, les angles de caméra, etc. Donc je ne rentrerai pas dans quelque chose pour lequel je ne suis absolument pas compétent, je ne rentrerai pas dans ces détails-là. Et deuxième chose, deuxième avertissement, ce n'est pas parce que je parle habituellement de littérature que j'aurai un regard, on va dire, littéraire sur ces films-là. Ce sont des films qui m'intéresseront parce qu'ils seront adaptés d'une œuvre littéraire, parce que j'aime le cinéma en tant que passionné et vraiment très amateur de cinéma, mais je distingue bien, et ça c'est très important, je distingue bien la littérature et le cinéma. Ce sont deux supports complètement différents, et pour moi, je ne peux pas critiquer un film parce qu'il manquerait des choses qu'il y a dans le livre, ou alors parce qu'on aurait ajouté des choses qui ne sont pas dans le livre, ou parce qu'ils sont différents, etc. Oui, ce sont deux choses différentes. On n'a pas le même plaisir, on n'a pas les mêmes attentes lorsque on lit un livre que lorsqu'on regarde un film. Il y a la musique en plus, il y a les effets spéciaux, il y a les images, il y a le jeu des acteurs, etc. Donc, a priori, la littérature, face au cinéma, n'a pas les mêmes armes et on ne peut pas en attendre les mêmes choses. Donc voilà, je fais bien l'avertissement pour cette première vidéo de ce nouveau format donc de littérature au cinéma, parce que c'est très important et parce que j'essaierai de ne jamais tomber dans l'écueil de « Ah oui, mais c'est pas bien parce qu'il manque ça ». Non, jamais. Voilà. Jamais je ne ferai ça. Je critique de manière séparée les deux. Pour moi, ce qui est important, c'est que l'esprit général, l'ambiance générale du livre soit maintenue, qu'on n'ait pas un truc qui est juste le nom de l'œuvre et qui est ensuite quelque chose de très éloigné de ce qu'on a lu. Mais ensuite, liberté totale aux réalisateurs, aux scénaristes de faire ce qu'ils veulent, tant qu'ils restent dans l'esprit général, dans l'ambiance générale, mais pour faire leur œuvre, leur scénario. Et justement, on va commencer aujourd'hui par Le Comte de Monte Cristo. Le Comte de Monte Cristo que j'ai été voir il y a quelques semaines à sa sortie au cinéma. Vous savez que j'aime beaucoup Alexandre Dumas. J'aime beaucoup d'ailleurs le roman Le Comte de Monte Cristo. Je vais vous dire dans quelques instants de quoi ça parle, pour ceux qui ne l'auraient encore jamais lu. Et je vous encourage évidemment à lire Le Comte de Monte Cristo d'Alexandre Dumas. Mais c'est pas Alexandre Dumas, par exemple, qui va reprocher à un réalisateur qui adapte ses livres de modifier un peu l'histoire. Il serait malvenu de venir critiquer ça, parce que lui-même, lorsqu'il écrit ses romans historiques, modifiait pas mal l'histoire. Ce qui est important pour lui, c'est le résultat, la beauté, qu'est-ce qui arrive à la fin. Mais là, c'est pareil pour le cinéma. Est-ce qu'on a un bon film ou un mauvais film? Le Comte de Monte Cristo, ça parle de Edmond Dantès, qui est un jeune marin marseillais, et qui revient d'une mission très longue, importante sur mer. Il va se marier avec la femme qu'il aime, qui s'appelle Mercedes, et il va, à 22 ans, devenir capitaine du navire sur lequel il travaille. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire pour lui. Mais hélas, par jalousie et par ambition professionnelle, politique de trois individus, ils vont faire en sorte de le faire enfermer dans le château d'If pendant de très longues années. Je ne sais plus exactement, pendant 14 ans. Voilà. Pendant 14 ans, il va être captif dans le château d'If sans savoir exactement ce qu'on lui reproche, sans savoir pourquoi. Et en fait, ils vont le faire passer, ça se passe vraiment très peu de temps après la chute de l'Empire. On est entre 1814 et 1815, Napoléon est à l'île d'Elbe, et beaucoup pensent qu'il a des volontés de revenir. Et effectivement, Napoléon reviendra en mars 1815 pour ce qu'on appellera les 100 jours. Et donc à l'époque, être un agent bonapartiste, c'est quelque chose, sous cette monarchie fragile qui vient de revenir, etc., c'est quelque chose de terrible et de très mal vu. Et donc ces trois individus-là vont faire passer Edmond Dantès pour un agent bonapartiste, qui fait qu'il va être envoyé en prison pendant 14 ans. Et dans cette prison, il va rencontrer un abbé. Au bout d'un moment, ils vont échanger, ils vont discuter, ils vont fomenter un projet d'évasion. Et l'abbé va lui dire « Je te confie la moitié du trésor de l'île de Monte Cristo. » Il va lui dire exactement où est cette île. Et une fois évadé, Edmond Dantès, au bout de ces 14 longues années, c'est terrible et c'est un moment très très important, j'y reviendrai pour lui, que cette captivité dans cette prison, après ces 14 années, il va aller sur l'île de Monte Cristo, il va s'emparer de ce trésor, il va devenir le comte de Monte Cristo, donc il a 36 ans désormais, et il va se venger.
Il va fomenter ce désir de vengeance pour la justice. Il dit tout le temps, voilà, je fais ça pour la justice. C'est pas seulement une vengeance, c'est de la justice pour essayer de se venger et de faire tomber les 3 personnes qui ont fait en sorte qu'il était emprisonné pendant ces 14 années. C'est un roman exceptionnel, un souffle épique incroyable dans ce roman de la première à la dernière page. Se pose vraiment la question de jusqu'à quel point la justice est-elle légitime? Jusqu'à quel point la vengeance d'Edmond Dantès est-elle légitime? Ne va-t-il pas trop loin à certains moments du récit? Et c'est ça qui est extraordinaire, en fait. Est-ce que l'homme peut se faire ainsi justice lui-même, même face au pire des crimes de l'avoir fait emprisonner pendant 14 ans, jusqu'où peut-il aller? Et c'est ça, et lui souvent même il se pose la question, son entourage, etc. Et c'est ça qui est extraordinaire dans ce roman. Alors, est-ce que j'ai aimé ce film? C'est un film de Alexandre de la Patelière et de Mathieu Delaporte, qui vient de sortir, donc, et le producteur est Dimitri Rassam. Et c'est l'équipe qui est aussi à la base de l'adaptation des 3 Mousquetaires. Vous savez, je crois que l'année dernière, il y a 2 ans, sont sorties les premières et deuxièmes parties des 3 Mousquetaires. De ce que j'en ai entendu, la première était plutôt bonne, la deuxième mauvaise. Moi, je ne l'ai pas vue, mais je le ferai, justement, parce que j'ai envie de voir ces films, parce que vous savez que les 3 Mousquetaires, j'aime énormément ce roman. Donc, je les verrai pour voir ce que j'en pense moi-même. Là, ils ont décidé de n'en faire qu'un film. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Eh bien, j'ai adoré. Voilà, j'ai adoré Le Comte de Monte-Cristo. Je trouve que c'est enfin, on a, nous, en France, un film historique à la hauteur. Un film qui adapte un grand classique de la littérature à la hauteur. On dit tout le temps, voilà, il n'y a que les Américains qui savent faire ce genre de grands films, ce genre de films d'action, d'aventure, un film historique, etc. Non, voilà, ça y est, enfin, nous aussi on l'a, et c'est Le Comte de Monte-Cristo. J'ai quasiment rien à reprocher à ce film. Alors, quelques peut-être petits éléments, mais vraiment non, rien. Pour moi, il est parfait du début à la fin. Il dure 3 heures. Je vais essayer de fractionner ma critique en plusieurs parties. La première partie, d'abord, l'esprit. L'ambiance du Comte de Monte-Cristo. L'ambiance d'Alexandre Dumas. Eh bien, on l'a parfaitement. Moi qui suis un grand fan d'Alexandre Dumas, j'ai lu beaucoup de ses livres. Je me suis retrouvé pendant ces 3 heures dans l'ambiance d'Alexandre Dumas. Des personnages attachants, une aventure folle, un scénario incroyable du début à la fin. Du panache, même des combats, de l'amour, il y avait tout, il y avait cet esprit vraiment qu'on adore lorsqu'on lit Alexandre Dumas, c'est de se sentir transporté, d'être dans une aventure presque parfois irréelle, irrationnelle, parce que cette vengeance, elle va parfois même trop loin, mais on est en plein dedans et il y en a tous les éléments de ce que j'aime chez Alexandre Dumas dans ce film. L'ambiance, elle a été parfaitement respectée. Les personnages, je parlais tout à l'heure des personnages qui sont fascinants, qui sont très attachants. Le Comte de Monte-Cristo est un personnage incroyable, très complexe en lui-même, parce que d'abord c'est une victime, puis il devient ce justicier. D'ailleurs, beaucoup pensent que le personnage de Batman se serait quand même quelque peu inspiré de Edmond Dantès. Fin de la parenthèse, parce que tout le monde n'est pas d'accord là-dessus, mais parfois on peut y penser. Et Batman, d'ailleurs, lui-même, dans certains des comics, va parfois trop loin dans son désir de justice. Et là, on a un Comte de Monte-Cristo qui est parfaitement joué. Alors, la distribution, évidemment, c'est Pierre Ninet. Voilà, Pierre Ninet, qui est extraordinaire dans ce rôle. J'avais adoré lorsqu'il avait joué Romain Gary dans La Promesse de l'Aube, avec Charlotte Gainsbourg dans le rôle de la mère. Mais là, dans ce film, il est extraordinaire. Du début à la fin, vraiment, j'ai rien à lui reprocher. Il était à fond dans le rôle. Moi, j'étais à fond lorsque je le voyais et tout. Il est parfait. Voilà. Il a travaillé ce rôle à la perfection. Franchement, bravo, chapeau, c'est un grand rôle. Mais même ceux qui jouent le couple de Morcerf, que ce soit Bastien Bouillon dans le rôle de Fernand de Morcerf ou Anaïs de Moussier, qui est extraordinaire dans le rôle de Mercedes. Elle est extraordinaire dans le rôle de Mercedes, qui s'est mariée ensuite avec un de ceux qui ont fait tomber Edmond Dantès. Et ils ont eu un enfant ensemble, ça s'appelle Albert de Morcerf, qui est joué là par Vassili Schneider. Enfin tous, il n'y a pas un acteur que j'ai trouvé mauvais, celle qui joue Haïdé. Haïdé qui va aider, ce jeune grec qui va aider Edmond Dantès. Là, elle est jouée par Anna Maria Bartolomei. Elle est très très bien aussi. Elle est très très bien dans ce rôle. Celui que j'ai adoré également, c'est Laurent Lafitte, dans le rôle de Gérard de Villefort, le procureur du roi, qui fait tomber Edmond Dantès. Exceptionnel, époustouflant Laurent Lafitte. Enfin bref, voilà, tous les acteurs. Julien de Saint-Jean, dans le rôle de André de Villefort, le fils bâtard du procureur. Enfin bref, ils sont tous, je trouve, époustouflants dans leur rôle. Ils sont tous à fond. On sent qu'il y a eu vraiment une osmose générale. Je ne sais pas s'ils l'ont lu ou pas, le livre, comment ça se passe dans ces cas-là, lorsqu'on va tourner l'adaptation comme ça d'un chef-d'œuvre de la littérature. Mais on voit qu'ils ont parfaitement compris leur rôle, l'ambiance d'Alexandre Dumas et tout. Et vraiment, Laurent Lafitte, encore une fois, j'insiste, mais il m'a épaté. Lui et Pierre Ninet, pour moi, sont les deux vraiment grands rôles de ce film. Voilà. Donc les personnages épatants, une musique que j'ai trouvé vraiment très bonne. Alors j'en ai parlé autour de moi, tout le monde n'est pas forcément d'accord. Certains disent qu'elle est trop envahissante. Je ne suis pas du tout d'accord. Voilà. Moi je l'ai trouvé génial.
la mise en scène, et même il y avait des scènes, la première scène du film, on est sur un bateau qui prend feu, etc. Et il va sauver une femme sous l'eau, qui est ajoutée d'ailleurs, qui est pas dans le livre, cette femme, cette espionne bonapartiste, elle pour le coup, et qu'il va sauver dans la première scène, hein, Pierre Ninet, Edmond Dantès. Et cette scène, elle envoie de toutes les couleurs. Enfin, franchement, on est épaté dès le début. On en prend comme ça plein les yeux dès le début. Enfin, franchement, j'ai adoré ce film. On ne s'ennuie pas une seule seconde. Il y a des films qui durent 1h30, dans lesquels je me suis beaucoup plus ennuyé que là pendant ces 3 heures. Donc, honnêtement. Beaucoup m'ont dit, oui, mais vu, il ne respecte pas du tout l'œuvre, notamment dans certaines péripéties pour les personnages. Il y a un personnage qui n'est pas du tout, l'autre qui est ajouté. Celui-là, il n'est pas du tout sous cette extraction sociale, etc. Oui, oui, oui et oui. Beaucoup de choses, par rapport au roman original, sont modifiées. Oui. Mais moi, j'ai envie de dire, et alors? Où est le problème? C'est-à-dire que si vous allez au cinéma pour juste voir à l'écran ce que vous avez lu, bon, il y a certains intérêts, mais il n'y a pas forcément d'intérêt. Encore une fois, peu importe. Moi, ce qui m'intéressait, c'est d'être transporté de la même manière que lorsque je lisais un livre d'Alexandre Dumas. C'est de retrouver cette ambiance, ce côté épique, ce côté aventure qu'on a chez Alexandre Dumas. Et là, on est en plein dedans. Alors, qui est des choses qui sont parfois des détails, parfois qui sont des choses importantes qui sont modifiées, hein. Je ne dis pas le contraire, hein. Encore une fois, pour moi, personnellement, qui suis un grand passionné de littérature, hein, vous le savez, hein, qui adore Alexandre Dumas, mais moi, cela ne me dérange pas. Et ça en fait un grand film. Je préfère largement avoir un grand film comme ça, qui bouleverse certains détails et certains éléments importants du livre, qu'un film médiocre, qui de la première à la dernière ligne, respecte scrupuleusement le texte, mais est très mauvais parce que parfois un roman ne peut pas être adapté de manière complètement littérale au cinéma. C'est impossible. Et le cinéma a parfois besoin d'en ajouter un peu pour ajouter le côté aventure, ajouter le côté épique. Et il y a certains passages qui, au contraire, seraient ennuyants au cinéma. Et qui, au contraire, sont très esthétiques et sont très importants et sont très utiles dans un livre. Donc on ne peut pas comparer les deux. Je pense souvent au Seigneur des Anneaux. Le Seigneur des Anneaux, je suis en train de relire le livre, il y a plein de passages dans les films qui sont des chefs-d'œuvre de Peter Jackson, les adaptations de 2001, 2002, 2003, me semble-t-il. Et en fait, il y a beaucoup plus de combats dans les films, je me rends compte en relisant le livre. J'avais lu le livre avant d'aller voir le film à l'époque, mais en relisant le livre, je me rends compte, en fait, ils ont ajouté quand même pas mal de scènes de combat, de ce côté-là qui n'avait pas forcément besoin dans le livre, mais qui dans le film, on a besoin de plus de spectacle peut-être. Et c'est ce qu'on a dans le Comte de Monte Cristo. Mais ça n'en est pas moins génial. Alors il y a un moment donné, j'ai quand même un peu souri, parce qu'à un moment donné, il y a Pascal Laffitte pour rendre hommage à un personnage. Il cite, il dit, comme les Français le savent, c'est encore plus beau lorsque c'est inutile. Et là, je me suis dit, là quand même, c'est une citation de Edmond Rostand, Cyrano de Bergerac, qui sortira à peu près 70 ans après les faits. Mais même là, je me suis, après avoir, j'ai réfléchi, parce que là, je me suis amusé, je me suis dit, quand même, Cyrano de Bergerac n'est pas sorti. Mais je pense que c'est volontaire de la part des scénaristes, j'en suis convaincu, pour déjà dire que la temporalité, finalement, peu importe, pour bien montrer que c'est une fiction, et puis c'est un hommage. C'est un hommage parce que Edmond Dantès, il a un côté Cyrano. Et c'est pas lui hein, qui est rendu hommage à ce moment-là, mais peu importe, on parle de Cyrano. Et Alexandre Dumas, d'ailleurs, était l'une des grandes idoles de Edmond Rostand. Edmond Rostand le disait souvent, il adorait Alexandre Dumas. Donc peut-être que c'est volontaire, et si c'est volontaire, c'est brillant. En tout cas, moi, ça m'a pas dérangé, et ce genre de petits clins d'œil comme ça, qui font rire, mais qui en même temps nous rappellent bien qu'on est dans une fiction et que peu importe, c'est pas grave si à ce moment-là, Cyrano de Bergerac n'est pas sorti, peut-être que dans cette fiction-là, dans cette temporalité-là, que les sénateurs, que les réalisateurs, lapsus révélateur, que les sénateurs, n'importe quoi, donc les réalisateurs ont mis en place dans ce film, peut-être que Cyrano de Bergerac est déjà sorti, et alors ? Et puis peut-être que c'était une expression qui existait déjà, enfin bref, voilà. Donc moi, encore une fois, les éléments qui changent par rapport au roman ne me dérangent absolument pas, tant qu'on respecte l'œuvre, l'ambiance, l'esprit général, et pour moi, c'est clairement le cas. Donc voilà, j'ai essayé de vous faire cette vidéo sans vous révéler des parties importantes du récit ni rien, mais pour vous donner mon état d'esprit, ma réaction. C'est l'un des meilleurs films que j'ai vu depuis de nombreuses années. Les acteurs, je le répète, sont vraiment très bons. On a des scènes assez grandiloquentes, on a des scènes de duel, comme je disais tout à l'heure, le bateau. Et la prison, voilà, j'allais oublier de vous parler de ça. Le moment de la prison est génial. J'avais peur qu'il soit occulté et que ça soit rapide, parce que au cinéma, peut-être que ça serait un peu long de montrer toute sa captivité. Alors, c'est pas aussi long que dans le livre, où là, c'est vraiment très long et c'est très important, où on le voit jour après jour, la détresse qui l'envahit, et après, l'espoir en rencontrant cet abbé,
en rencontrant cet abbé qui est dans une cellule voisine, normalement ils ne doivent pas se parler, mais ils vont réussir à finir par contacter, par communiquer entre eux, et petit à petit l'espoir qui renaît, parce qu'il de nouveau il peut parler à quelqu'un, de nouveau il sait quelle journée, parce qu'au bout d'un moment il oublie même quelle date il est, il sait même plus en quelle année il est. Il devient barbu, il ressent plus rien, etc. dans cette cellule, dans ce trou dans le château d'If, qu'on peut d'ailleurs aller visiter si vous allez au château d'If à Marseille. Et puis surtout, en fait, l'abbé va lui apporter ce que Edmond Dantès n'avait pas. Il était issu d'une basse extraction sociale. Il lui apporte un capital culturel. Il lui apporte une culture. Il va lui apprendre à parler l'italien, plusieurs langues, à lui apprendre l'histoire, la philosophie, la littérature. Ils vont profiter de ce temps, et je trouve ça génial, pour lui apporter une culture qu'il n'avait pas. Et qui va être très importante ensuite pour pouvoir mener à bien son projet de vengeance. J'en ai pris plein les yeux. J'étais heureux, c'est pas une petite distribution comme ça, encore regardant un téléfilm, il y en a des très bons aussi, mais là, voilà, il n'y a rien qui distingue ce film d'un grand blockbuster américain. On va nous dire, voilà, les Américains savent faire, les Français non, etc. J'en pouvais plus d'entendre ça, mais en même temps, je pouvais pas non plus donner tort à ce qu'ils disaient, parce que c'était très souvent vrai. Et là, non, là, enfin, on l'a, notre grand film historique, notre grand film qui adapte un chef-d'œuvre de la littérature française, Le Comte de Monte Cristo, enfin, la littérature au cinéma, et dans ces beaux jours et drapé de beaux habits dans le cinéma français. Voilà. Merci au réalisateur, merci à Pierre Ninet, Pascal Laffitte et tous ceux qui ont participé à ce chef-d'œuvre. Vive la littérature, vive le cinéma lorsqu'il adapte si bien la littérature. Lisez des livres, prenez soin de vous, et puis à très très bientôt pour de nouvelles critiques de cinéma littéraire, de nouvelles critiques littéraires, des nouvelles listes, la comédie humaine qui va arriver très bientôt aussi. Enfin voilà, j'ai encore pas mal de projets pour ce mois d'août, donc à très bientôt, merci pour votre fidélité, n'hésitez pas à aimer cette vidéo, la partager, vous abonner, nous lisons tous vos commentaires et ils nous font énormément plaisir. Merci beaucoup et à très bientôt, au revoir.